Bonjour tout le monde. Je me présente Christophe Huynh, chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances du Centre-Sud de l'île de Montréal et membre du réseau de recherche en santé des populations du Québec, ainsi que le réseau québécois sur le site, les troubles de l'humeur et les troubles associés. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième série de webinaires qui est donc offerte par l'Axe santé mentale des populations, donc du RSPQ, le réseau Calaxia, donc représenté par Isabelle Doré, ainsi que le réseau québécois sur les troubles de l'humeur et les troubles associés, donc le RACCHA. Cette série de trois webinaires est organisée dans le cadre de la journée étudiante afin de mettre en avant les étudiants lauréats des concours lancés par l'Axe santé mentale et le réseau québécois sur le suicide au cours des 3 dernières années. Et donc, ils vont présenter leurs projets de recherche finalisés ou en cours. Donc, euh, on va d'abord présenter un peu chacun des réseaux. Donc, on va commencer avec le RSPQ. C'est un réseau qui a été créé en 2014 et qui vise à favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans le but de prévention, de traitement et d'optimiser les services pour cette clientèle. Et là, je vois que les notes d'Armel apparaissent, si tu peux les enlever. Juste le mettre en diaporama. Euh, Ça sera pas long. Petit problème technique. Est-ce que Mais c'est sinon, je mieux vais. là? Non, on voit les notes. Merci. Le réseau, on recommence, regroupe environ 150 membres étudiants, des chercheurs et associés qui proviennent de différents milieux et qui traversent sur différentes thématiques. Le but du réseau est d'offrir des opportunités de financement comme des initiatives structurantes et différents concours pour les chercheurs et étudiants et aussi permettre le rayonnement des projets de recherche de ces membres. Là, on voit qu'il y a Isabelle qui est présente. Donc, on va présenter son réseau, Calaxia, qui vise à mettre en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès des publics diversifiés, comme par exemple les gestionnaires et les professionnels qui œuvrent en santé et dans les services sociaux, ainsi que dans le milieu communautaire. Donc, cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires et des publications brèves et des ressources en ligne. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web et ils ont aussi une présence sur plusieurs médias sociaux. Ensuite, il y a le troisième réseau, le réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés, co-dirigé par Patricia Conrad et Naguib Mechawar. Le but de ce réseau est de promouvoir la recherche multidisciplinaire et interprofessionnelle afin de caractériser le phénomène du suicide, les interventions pour sa prévention ainsi que le traitement. Le réseau québécois sur le suicide veut aussi favoriser le réseautage entre la communauté scientifique, les professionnels et les non-professionnels des milieux cliniques, communautaires, ainsi que les patients et leurs proches, leurs familles. Le réseau veut aussi favoriser la création d'effets de levier afin de financer la recherche, former la relève et développer des initiatives stratégiques et aussi, ce qui est très important, le transfert et la mobilisation des connaissances. Avant qu'on débute avec les quatre présentations pour votre programme principal, comme on dit au cinéma, je vous informe que la séance est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web du réseau pardon, du RSPQ, celui de Calaxia, ainsi que la chaîne YouTube de l'Axe santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, vous pouvez inscrire vos questions dans le module questions-réponses en bas ou Q&A, dépendant dans quel angle vous l'avez. C'est en bas de l'écran. Et nous aurons une période de questions à la toute fin. Les quatre conférencières vont répondre seulement à vos questions à la toute fin. Certaines informations complémentaires sont situées à votre droite, en fait, dans la section clavardage, lorsque vous cliquez sur le petit phylactère. Et pour toute autre question, donc si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire dans le module
ou chat, et Armelle Mbouwa, qui est la coordonnatrice de l'Axe Santé mentale, fera un grand plaisir de vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter les conférenciers. On a un peu changé l'ordre. Donc, on va d'abord débuter par Morgane Gabet, qui est stagiaire postdoctorale à l'ITAM, Centre de recherche en santé durable. On sera ensuite, on aura le plaisir d'entendre Tiffany Chen, qui est au dépendant de psychiatrie dirigée par la professeure Marie-Josée Fleury. Ensuite, on poursuit avec Corentin Monciel, pardon, qui est chercheur postdoctoral au laboratoire d'activité physique et bien-être et ainsi qu'au centre de recherche du CHUM. Et finalement, on va conclure avec Hélénie Soufouli au département de psychiatrie. À noter que certaines de ces présentations se feront en anglais. Pour la partie des questions-réponses, je vais poser donc vous pouvez poser vos questions en français et je me ferai un plaisir de les traduire en anglais pour nos conférencières et conférenciers qui parleront en anglais et j'essaierai de aussi traduire un peu leurs réponses pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Euh, voilà. Je crois qu'on peut commencer donc avec Morgane. Donc, Oui, merci beaucoup, Christophe. si tu peux mettre ta présentation en plein écran. Merci. Bonne présentation. Merci beaucoup, Christophe. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour discuter de l'efficacité des interventions depuis les urgences pour les usagers fréquents, pardon, souffrant de troubles mentaux. Ces résultats vont être en fait la synthèse des résultats d'une revue systématique qui a été publiée l'année dernière. Donc, pour vous donner un peu de contexte, c'est le dernier article de ma thèse qui a été menée à l'école de santé publique sous la direction de Marie-Josée Fleury et qui a été en partie financée par une bourse du RRSPQ que je remercie donc encore aujourd'hui pour son soutien. Actuellement, comme Christophe l'a dit, je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche Vitam et à l'Université Laval. Donc, pourquoi cette recherche? Si je vous parle un peu de la problématique de la qualité du suivi médical pour les patients visitant les urgences avec des problématiques de santé mentale, ce qu'on peut voir aussi bien au Québec qu'à l'international, c'est que ces usagers ont globalement peu d'accès à un suivi après leur visite fréquente aux urgences. Si on regarde plus précisément au Québec, on peut voir que c'est moins d'un tiers des patients qui ont accès à un suivi. Ce chiffre semble même diminuer ou en tout cas varier dans les dernières années. Ce qu'on voit également, c'est qu'au-delà de la question de l'accès au suivi, on a aussi une faible continuité du suivi qui est offert aux usagers fréquents des urgences et ayant des problématiques de santé mentale. Et puis, ce suivi est de faible continuité, que ce soit bien avant leur visite aux urgences, donc avec des services par exemple ambulatoires ou spécialisés qu'ils pourraient utiliser, que donc après la visite aux urgences, ce qui va nous intéresser plus précisément dans cette étude et aujourd'hui. Ce qu'on voit également, c'est que ce suivi qui est offert semble avoir un certain manque d'adéquation aux besoins ou aux profils exprimés par les patients, par les usagers. On a très peu d'études ou d'interventions qui semblent dédiées à ce type de profil et aussi très peu d'études qui semblent répondre directement à des besoins ou à des profils étudiés. Donc tout ceci a plusieurs conséquences, dont pour certaines vous devez déjà être au courant, notamment le phénomène des portes tournantes, donc avec une utilisation répétée des urgences et puis des trajectoires de soins qui finalement amènent les usagers à revenir aux urgences ou à ne pas rencontrer leurs besoins, et de faibles résultats de santé, pardon, ou faibles résultats en termes de conditions sociales. Si on regarde un petit peu la littérature sur justement les interventions dédiées à améliorer le suivi pour les personnes fréquentant régulièrement les urgences et ayant des problématiques de santé mentale, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a assez peu de littérature sur le sujet. On a trouvé une revue antérieure qui avait étudié ce genre d'intervention, mais c'était
une revue narrative qui se terminait en 2018, qui terminait en fait de repérer des études en 2018. Il y avait aussi peu d'études systématiques qui étaient réalisées aux urgences. Donc, on avait trouvé 2 études, 2 revues systématiques qui ont évalué 2 types d'interventions spécifiques, donc l'efficacité de la gestion de cas et également des interventions de consultation-liaison chez les patients avec des problématiques de santé mentale qui utilisaient fréquemment les urgences. Mais c'était des interventions qui étaient menées principalement en dehors des urgences. Donc, c'était un peu moins ce qu'on cherchait ici et ce qui montrait la limite en fait de ce qui existe depuis les urgences. Et un autre aspect qu'on peut discuter, qu'on a retrouvé dans la littérature, c'est qu'il y avait très peu de diversité dans les outcomes étudiés. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que les utilisateurs fréquents des urgences ayant des problématiques de santé mentale reçoivent un suivi? Est-ce que celui-ci améliore ou non certaines conditions, certains outcomes? Donc, peu de diversité dans ces outcomes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des revues précédentes ou des études considéraient essentiellement les variations d'utilisation des soins aigus comme outcome, avec quand même des résultats positifs de ce point de vue-là. La plupart concluaient que ces interventions et ce suivi, en particulier la gestion de cas, allaient réduire la fréquentation des urgences et les hospitalisations subséquentes. Par contre, il y avait très peu d'études qui examinaient des outcomes ou des résultats autres que l'utilisation des services aigus. Par exemple, très peu d'études qui regardaient, voire pas du tout en fait, qui regardaient l'utilisation des services ambulatoires ou le changement dans les conditions cliniques ou sociales des usagers. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mener cette étude qui avait pour but d'identifier de manière systématique les interventions menées depuis les urgences visant à réduire l'utilisation des urgences parmi les utilisateurs fréquents ayant des problématiques de santé mentale, tout en évaluant en fait l'efficacité de ces interventions dans le but d'améliorer également d'autres types de résultats. Donc, pas seulement l'impact sur l'utilisation des urgences a posteriori, mais aussi sur l'utilisation d'autres types de services et les conditions cliniques et les conditions sociales. Donc, pour faire ceci, on a mené une revue systématique qui a permis de recenser la littérature et les études pertinentes publiées juste entre le 1er janvier 2000, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le 30 avril 2022 dans les bases de données principales en la matière. En termes de population, nous avons intégré aussi bien les adultes ayant une utilisation répétée des urgences, donc au moins 2 visites par année, et ceux ayant une utilisation élevée des urgences, donc 3 visites et plus par année, toujours en lien avec des problématiques de santé mentale et des problèmes sociaux connexes, par exemple des questions d'itinérance. En termes d'intervention, nous avons vraiment inclus tous les types d'interventions mises en œuvre depuis les urgences pour améliorer l'utilisation de l'urgence et d'autres résultats. Et en termes de résultats, donc c'est ce que je vous ai donné avant comme information avec les objectifs, on a regardé aussi bien l'impact de ces interventions sur le changement, donc la variation dans l'utilisation des urgences, que l'utilisation d'autres services comme les hospitalisations, les services ambulatoires, et également les variations possibles dans les conditions cliniques ou les conditions sociales. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'était notre arbre décisionnel en lien avec la revue systématique. Juste vous dire que donc on était parti de environ 16 000 références et que nous sommes arrivés à retenir 12 études dans la revue systématique. Donc, si je passe aux résultats, donc sur les 12 études que nous avons incluses dans la revue systématique, ces 12 études, en fait, discutaient de 4 types différents d'interventions qu'on a pu regrouper. Donc, le premier type d'intervention était tout ce qui était de l'ordre des plans de soins, dont je vais discuter après. Ensuite, on avait les interventions de type gestion de cas, des interventions de type soutien par les pairs et des interventions brèves. Parmi un des résultats les plus marquants de cette revue, ce qu'on pouvait voir, c'est que la gestion de cas était vraiment l'intervention qui, sur les 4 études répertoriées dans notre revue systématique, avait systématiquement là aussi un résultat positif, aussi bien sur la réduction de l'utilisation des urgences, mais aussi sur l'amélioration des résultats cliniques et sociaux.
À l'inverse, pour les autres interventions et l'efficacité, c'était difficile de conclure là-dessus puisque déjà, c'était des éléments qui étaient moins étudiés et le nombre, comme vous pouvez le voir, le nombre d'études par intervention était assez faible. Il faut aussi noter, comme vous voyez sur la diapo, que les plans de soins aussi avaient systématiquement permis de réduire l'utilisation des urgences, mais il n'y avait pas de conclusion solide pour les résultats cliniques et sociaux. Donc, si je vous parle un petit peu plus des différents types d'interventions, donc ça va aller globalement vite, je vous invite à lire l'article si ça vous intéresse plus précisément, mais je vais quand même vous donner un aperçu. Donc, pour les interventions de type plan de soins, on avait par exemple une étude qui décrivait une intervention qui s'est concentrée sur le développement d'une base de données qui permettait d'identifier les patients visitant fréquemment les urgences et qui avaient des problématiques de santé mentale et de générer des plans de soins individuels basés sur ces données. Et les plans de soins étaient ensuite intégrés aux dossiers médicaux pour permettre un meilleur suivi en fait de ces mêmes patients. On avait plusieurs interventions qui étaient similaires à celle-ci. Ce qui variait par la suite, c'était plus les populations ciblées. Donc, parfois, on avait uniquement la population de patients ayant des problématiques en santé mentale de manière générale. Parfois, on avait des plans de soins un peu plus spécifiques, par exemple pour les patients qui avaient des problématiques, des troubles liés à l'usage de substances. Dans un dernier temps, on a aussi vu une intervention de type plan de soins pour des personnes en situation d'itinérance qui ajoutait en fait une partie de logement assisté dans le plan de soins offert à ces patients. Si on regarde les interventions de type gestion de cas, donc 4 interventions si vous vous souvenez ce que j'ai montré auparavant, donc la moitié des études qu'on a pu recenser qui étaient des interventions de type gestion de cas, donc dans 2 études, on discutait en fait de gestion de cas intégrée à des logements de transition, donc encore une fois avec des personnes en situation d'itinérance. Et c'était des interventions qui permettaient de déployer aux urgences directement des infirmières pour aider les patients à naviguer dans le système. On avait aussi 2 autres études qui discutaient d'interventions type gestion de cas plus classiques sans la composante logement et pour des personnes ayant des problématiques de santé mentale au sens large. Pour le soutien par les pairs et les interventions brèves, donc pour le soutien par les pairs, 2 interventions qui ciblaient, là encore, une population assez générale, donc les grands utilisateurs ayant des problématiques de santé mentale, et qui incluaient la plupart du temps des pairs aidants, des pairs utilisateurs dans des équipes mobiles pour faciliter la navigation depuis les urgences. Et puis le dernier groupe, donc avec les interventions brèves, qui était pour l'une d'entre elles une intervention de prévention du suicide pour les vétérans, donc depuis les urgences, ceux qui avaient un recours répété aux urgences, et une autre intervention brève, cette fois-ci pour renforcer l'adhérence au suivi pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, ce qu'on peut voir en matière de discussion et si on essaye un peu de prendre du recul sur tous ces résultats, c'est qu'il semble y avoir quand même des interventions prometteuses pour améliorer le suivi des patients et leurs résultats aussi bien cliniques, d'utilisation de services sociaux pour les patients donc, ayant des problématiques de santé mentale et visitant fréquemment les urgences. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de nombreuses catégories d'intervention. Là, vous avez vu, on avait 4 catégories d'intervention, mais aucune qui semblait spécifique aux grands utilisateurs. C'est des interventions qu'on peut voir en santé mentale de manière générale et même parfois en fait en santé physique, pas forcément en santé mentale. Il semblait quand même y avoir plus de preuves en faveur de la gestion de cas et des plans de soins et des résultats aussi prometteurs pour le soutien par les pairs, mais comme on l'a discuté, c'est des résultats quand même à prendre avec la nuance du fait qu'on avait assez peu d'études incluses dans notre revue. C'est la population en situation d'itinérance qui semble être la plus étudiée. Donc, est-ce qu'il y a plus d'interventions pour cette population-là ou c'est la recherche qui s'intéresse plus à ce type de population? Peut-être les 2 options, mais en tout cas, c'était un élément d'intérêt. Et ce qu'on pouvait voir aussi, même si c'est moins ce qu'on a regardé dans cette étude, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés liées à la mise en œuvre et à la durabilité de ce type d'intervention, liées à des questions ou à des enjeux liés par exemple au système de santé, aux politiques, au financement ou aux trajectoires de services.
Si on essaye de réfléchir au Québec, ce qu'on peut voir, c'est que c'est des interventions qui sont elles aussi, pour certaines, encouragées dans nos récentes lignes directrices, donc aussi bien internationales qu'au Québec, comme je viens de le dire, par exemple dans le dernier plan d'action interministériel en santé mentale. Donc, du point de vue des limites, quelques éléments que je peux vous donner rapidement. Donc, la plupart des études sélectionnées provenaient des États-Unis, donc ce qui est quelque chose à considérer en lien avec la généralisation des résultats. On a aussi, comme je vous l'ai dit, dans la méthode, aussi bien inclus en termes de population des personnes qui avaient une utilisation élevée des urgences qu'une utilisation répétée. Le nombre d'études par groupe d'intervention était assez faible et il y avait un niveau élevé d'hétérogénéité entre les études, aussi bien en termes de méthodologie que de résultats étudiés, ce qui a empêché en fait d'avoir de conclusions, par exemple quantitatives, une méta-analyse sur l'efficacité. Donc, en conclusion, d'autres recherches semblent nécessaires pour renforcer les conclusions concernant l'efficacité des interventions basées à l'urgence pour les utilisateurs fréquents et des problématiques de santé mentale, et en particulier, vous l'aurez compris, pour les résultats autres que la variabilité ou la variation de l'utilisation des urgences. On a aussi le choix et la qualité des outcomes, des résultats étudiés qui pourraient être renforcés parce que les nombreuses variations dans ce choix entre les études peuvent entraver l'identification de résultats consolidés. Et puis, globalement, en prenant connaissance de ces différentes études, on voyait qu'une meilleure collaboration entre les services d'urgence et les autres services semblait toujours être à renforcer. Si on essaye, encore une fois, dans la limite de ce qui était possible avec cette revue systématique de faire, de tirer une conclusion sur l'efficacité des interventions, c'est ce que vous voyez en bas de la diapo, on pourrait penser que les interventions intensives, donc de type par exemple gestion de cas ou plan de soins, semblaient peut-être plus efficaces ou adaptées aux besoins des patients qui étaient les plus vulnérables ou avec des besoins complexes, tandis que le soutien par les pairs ou les interventions brèves semblaient peut-être plus répondre à une population de patients avec des besoins plus génériques ou moins complexes. Donc, ça conclut cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remets donc la référence de cette étude si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, merci beaucoup, Morgane, pour cette présentation. C'était très clair. J'ai eu déjà plein de petites questions, mais on va attendre à la fin des trois autres présentations. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Tiffany Chen. So, Tiffany Chen, if you can share. Yeah, perfect. Perfect. All right, so hi everyone. My name is Tiffany, and I am a second-year master's in science mental health student at McGill. And I am here today to briefly present my paper on profiles of emergency department users with psychiatric disorders related to barriers to outpatient care. And this was recently published in the International Journal of Environmental Research and Public Health. Sorry, my slide's a little delayed. So during this presentation, I will briefly go over research background, objectives, methods, results, discussion, and conclusion. So emergency department or ED overcrowding is a growing problem worldwide. It has been associated with increased wait times, morbidity, mortality, and decreased quality of care. High ED users have been historically targeted to reduce ED overcrowding and associated high costs. Patients specifically with psychiatric disorders, including substance-related disorders, are among the largest contributors of high ED use, which is usually defined as 4+ ED visits per year. So across Canada, there has been a rising trend in the overall number of ED visits and those linked to high ED users. And to really look at this a little bit more in depth, the EDs are not really meant for urgent cases. And it's really showing that there's not an appropriate setting for treating recurrent patients or replacing outpatient care. A recent Canadian study, for instance, showed that approximately 20% of ED visits could be dealt with more efficiently in other settings other than ED. And so there have been several studies that have assessed determinants of unmet needs, and they have found that those with psychiatric disorders are usually female, younger, and having severe or evolving symptoms or co-occurring psychiatric disorders and poor physical health. But in terms of like typologies, there's not a lot of typologies that focus on service use characteristics. It's mostly looking at sociodemographic and clinical characteristics of high ED users.
And currently there's a few studies, but very few. And of those, they have found that, single, young, male, and those with medical comorbidities are those that are high ED users. But as I said, that there's not a lot of typology studies out there looking at service use. And there's a big reason why there's a gap in our research right now to understand and deepen our understanding of psychiatric ED usage, especially in high ED users. So as I said before, like high ED users are a heterogeneous group that features distinct patient profiles, and this suggests that personalized care should be adapted to those patients' needs. And identifying outpatient service use profiles with psychiatric disorders who use ED can help with integrating those barriers to care that explain unmet needs. And this can help improve mental health services for those patients and reduce high ED use. Therefore, this study is very original, and it's really important to delve in deeper and understand that further. I definitely want to go into my results section as quickly as I can because I also want to be mindful of my time. So this study was conducted in 4 ED networks in Quebec, Canada, and patients with psychiatric disorders, including substance-related disorders, who were 18 years or older were randomly recruited from a list of 1,751 ED users identified by the network's ED staff. Of the first 563 eligible patients that were reached, 450, which is approximately 80%, agreed to be referred by the research team to participate in the study. They completed a 45-minute standardized survey by phone in English or French, and surveys were administered by trained interviewers between March 1st, 2021 and May 13th, 2022. So our participants were allowed to allow the research team to access their medical records, which were merged with the survey results. And the survey was collected over a 12-month period preceding patient interviews, except for recurrent ED users, which was measured over the 2 years prior to the data collection period. So in terms of like the databases that we used, we look at medical records using the BDCU database. We also looked at hospitalization or inpatient care using the MedEcho database. And we also looked at outpatient hospital databases, as well as CLSC to understand psychosocial primary care mental health usage. And at the end, BDCU and MedEcho were also combined to better understand the patient health diagnoses, which was classified using the International Classification of Diseases. So patient profiles considered barriers to outpatient care related to unmet needs and other service use variables. And then sociodemographic and clinical characteristics were then associated to these patient profiles. So the variables that we considered looks at specifically numbers of barriers to outpatient care, which is defined as health system features and individual characteristics or behaviors related to patient unmet needs. And this is defined as the difference between services judged necessary or appropriate to deal with health problems compared to services that are actually received. So barriers to care were measured by one question in the Canadian Community Health Survey, the CCHS. Patients were asked if services outside of ED responded to their needs on a 5-point scale. If they responded 1, totally disagree, 2, 3, which is somewhat agree, they were asked to request and identify these barriers to outpatient care. And there were actually 13 possible choices that they could choose from, which was a combination of motivational barriers, which are more personal, such as like I prefer to manage my healthcare by myself, compared to more structural barriers, which have more to do with like accessibility, such as help is not readily available and I was not able to get access to those services. Other service use patterns considered was having a case manager, number of consultations with GP, number of primary care services outside of GP, which includes psychologists and private practice or community healthcare centers, and other community-based organizations. There was also specialized outpatient care that we examined, which looks at psychiatric services from psychiatrists and their teams, assertive community treatment or intensive case management programs. And finally, we also looked at satisfaction with outpatient service use, and that was looking at the mean score, so the average on a 5-point scale. And we also looked at
patients, and we kind of categorize them as low ED users, which is 1 to 3 visits per year, compared to high ED users, which is 4+ visits per year. And finally, there's also recurrent high ED users, which is 8+ visits over the course of like 2 years or more. And there's also high hospitalization, which is defined as 3+ times per year. So in terms of sociodemographic characteristics, we also looked at the classic stuff such as sex, age group, civil status, stigma, quality of life. And stigma especially was also measured on a 5-point scale using the CCHS question of most people in my community treat a person with psychiatric disorders in some manner that they would treat any other person. And quality of life was also assessed using the satisfaction with life domain scale. Clinical characteristics, on the other hand, we looked more at psychiatric disorders, such as having a serious psychiatric disorders, such as schizophrenia or bipolar disorders, and then personality disorders. We also looked at common psychiatric disorders, which is like anxiety and depression. And we also looked at suicidal behavior, as well as perceived mental and physical health conditions, as well as alcohol use disorders, as well as high priority and ED triage using the Canadian Triage Acuity Scale. Okay. So in terms of data analyses, univariate analyses consisted of frequency distributions for categorical variables and mean values and standard deviations for continuous variables. K-means cluster algorithms with Gower dissimilarity coefficient was also used to identify profiles of ED use. To determine like the optimal number of patient profiles, we use several K-mean solutions with different numbers of profiles using cluster analyses. So we determined that 3-profile solution with the largest Kalinske-Herabasz pseudo F value actually distinguished the most distinguished results. And we also determined like statistical differences between the profiles using pairwise comparison as well as chi-square tests and Fisher exact tests. And for categorical variables, and finally p-test or Wilcoxon rank sum tests for continuous variables. And all of these analyses were conducted using data. A little bit of lag on my end, sorry about that. So in terms of the results that we managed to look at, there was 450 ED users that were referred to staff, and we ended up having a response rate of 45%. Most of these patients were women, were 30 years or older, single, experienced a lot of stigma, and they also had a quite middle ground quality of life score, which is around 4.55 out of 7. And over half of them also had substance-related disorders, common psychiatric disorders, and serious psychiatric disorders. They also, majority had suicidal behavior, as well as co-occurring psychiatric disorders. In terms of barriers to care, this was only actually identified by 37% of patients, and 15% of them reported 3+ barriers to care. Okay. So of these 3 patient profiles that were identified, 50% of the sample was profile 1, which included the most patients without barriers to care. And they also had the most case managers. They also had patients with 5+ yearly primary care services that used GP. And this profile was labeled low barriers to outpatient care and high primary care service use, with great majority having a case manager. Profile 2 in this case was profiles with moderate barriers to outpatient care and low primary care service use. And finally, profile 3 was patients with high barriers to outpatient care and high service use, including high and recurrent high ED users and not satisfied with service use. So as we can see here, I really want to jump into like discussion as quickly as possible. But profile 1 accounted for about half the sample. And what was notable about them is that they had the most patients with 5+ yearly primary care service use other than GP, and having a regular source of care and receiving biopsychosocial services were both previously associated with fewer unmet needs in the literature. The case management that was utilized by the profile 1 has also seen here too, and it could potentially be explaining why it helps patient with outpatient services to better respond to their needs.
Comparable to Profile 3, Profile 1 patients were the most common psychiatric disorders. And they also, primary care service settings can also be seen as the first point of contact for individuals experiencing common psychiatric disorders. However, patients in Profile 1 compared to Profile 3 received the most good physical and mental health conditions and quality of life, but also the least amount of stigma, which also could explain the low barriers of care experienced by Profile 1. Profile 2 had the moderate barriers to outpatient care, and they also received the least primary care services compared to other profiles. They also had the best reported quality of life compared to other profiles, as well as perceived better mental and physical conditions compared to Profile 1. And they also had the least high ED triage priority, which may explain the moderate perceived barriers to Profile 2. And finally, Profile 3, which is one of our most unique profiles, had the most barriers to care despite their high service use. And comparable to Profile 1, they also reported having a case manager and primary care service use similar to them. And so they had very similar sociodemographic and clinical characteristics. And Profile 3 also perceived the worst quality of life of the three profiles. And they also experienced more stigma. And so in a lot of ways, we can see the difference was more so that perhaps their personality disorders and suicidal behaviors. And one of the greatest reasons why they had this association between their poor perception of physical and mental health and associated with their unmet needs was due to their personality disorders and being less satisfied with outpatient services, which is all very well documented in the literature. So as I really want to touch about the few limitations. So we did use a standardized scale and the CCHS to investigate our barriers to care. However, it wasn't exactly the most standardized and universal scale that we could have used. And we also have to take into consideration that we didn't really look into the types of barriers to care, which involve more motivational and structural and delving more into depth with it. We actually have like a new following paper that looks more into the qualitative interviews aspects, and we're able to analyze things a little bit further. And so to our knowledge, this is one of the most very unique and original study in terms of associating service use characteristics and sociodemographic and clinical characteristics and profiles of ED users. To reduce ED use in Profile 1, for instance, we've suggested more after-hours primary care and patient education, as well as crisis resolution and care coordination. For Profile 2, it's more seen as possible to use intensive case management and diversifying the access to primary care. And to reduce high ED use in Profile 3, we've also suggested sort of community treatment, which can help those patients, especially with personality disorders, with dialectal behavioral therapy as well. And globally, high ED users, especially high recurrent ED users, should be well identified, and service plans should be greatly developed in terms of responding to their adequate needs and avoiding repeated ED use. Thank you so much for listening. I know it was a little bit rushed, but I would love to answer any questions if you have any at the end of this session. Thank you. Thank you, Tiffany. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Donc, ça va être au tour de Corentin. Donc, Corentin, je te laisse partager ton écran. Tiffany, can you remove your screen sharing, please? Oui. Donc, c'est à toi, Corentin. Oui, bonjour tout le monde. Excusez, j'entends l'écho. Parfait. Oui, mon nom est Corentin Montiel et je suis stagiaire postdoctoral au Centre de recherche du CHUM, supervisé par Isabelle Doré. Aujourd'hui, moi, je vous amène quelque part de différent. Aujourd'hui, je vous présente les résultats de notre étude qualitative sur l'expérience des hommes qui sont diagnostiqués de cancer, plus particulièrement sur l'impact du cancer sur ces hommes et les stratégies qu'ils utilisent pour y faire face. Donc, on sait que le cancer, c'est une condition de santé qui est de plus en plus prévalente dans notre société et dont les impacts sont multiples, sont multidimensionnels, donc affectent plusieurs sphères de la vie, puis les affectent dès le diagnostic, pendant les traitements et même plusieurs années après la rémission. Et donc, ces impacts-là amènent de nombreux besoins qui sont malheureusement pas toujours comblés par les différents services de soutien qui sont offerts
en milieu hospitalier et en milieu communautaire. Je tiens quand même à préciser que, en plus de ces différents services de soutien, les personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer utilisent de nombreuses stratégies plus personnelles pour gérer ou s'adapter à la vie avec le cancer. Donc, il existe plusieurs classifications et taxonomies pour classifier, dans le fond, les différents impacts et besoins lors d'un diagnostic de cancer, lors de l'expérience du cancer. Ici, je vous présente plus particulièrement le modèle de Fitch qui classifie les différents impacts et besoins en 7 catégories distinctes, incluant les impacts physiques, émotionnels, pratiques, informationnels, spirituels, sociaux et psychologiques. Et dans le fond, c'est un des nombreux modèles qui voit l'expérience du cancer de façon plus globale et complète en ligne avec tout ce qui est santé holistique, vision du bien-être global et également médecine intégrative. Euh, Par contre, avec ce type de modèle-là, sur lequel les services de soutien sont souvent basés, l'accent est souvent mis sur les domaines plus physiques, psychologiques et informationnels, donc les symptômes physiques du cancer et de traitement, bien entendu, mais également les symptômes émotionnels de peur, d'anxiété, de colère ou le besoin d'information, ce qui fait qu'on lèse un petit peu, d'une certaine façon, les autres sphères de la vie. De plus, en investiguant et en évaluant les besoins des personnes qui sont diagnostiquées de cancer, on va souvent utiliser des outils standardisés pour évaluer ces besoins-là. Ces outils-là qui présentent certaines limites, puisqu'ils limitent la richesse de l'expérience des personnes en utilisant des choix de réponse déjà prédéfinis. Maintenant, le diagnostic, les traitements et la rémission de cancer présentent également certains défis qui sont plus spécifiques aux hommes. Donc oui, il y a tout ce qui est cancer de la prostate et du testicule qui sont particuliers aux hommes, aux personnes de sexe masculin. Mais de par le processus de socialisation, les hommes ont également certains besoins, utilisent des stratégies ou vivent des impacts de façon différente. Donc, à ce moment-là, dans la littérature, on voit que les hommes font l'expérience, par exemple, d'isolation sociale, de stigma, de sympathie non voulue ou de perception d'être un fardeau. Et ça, c'est surtout en lien avec la situation ou l'identité de malade, entre guillemets, qui vient être en contradiction avec tout ce qui est normes sociales de genre, particulièrement en termes de masculinité. Parce que quand on est malade, entre guillemets, on est dans une situation malgré soi, on vit quelque chose de difficile dont on n'a pas de contrôle, on a souvent un besoin d'aide externe et on ne peut pas subvenir aux besoins des autres, ce qui fait que c'est un peu en contradiction avec les normes de genre masculines. Donc, ça amène les hommes à vivre des expériences qui sont vraiment particulières à leur genre. Et donc, dans le cadre de l'étude, je vais parler surtout d'hommes, je vais faire référence aux hommes cisgenres parce que les hommes transgenres ont leur propre réalité et leur propre expérience. Souvent également, quand on parle de situations avec des impacts et des besoins psychosociaux, comme le cancer, on va souvent parler de réticence des hommes pour aller chercher de l'aide ou alors de stratégies d'adaptation qui sont plus négatives, comme le déni ou l'évitement. Ce que ça fait, c'est que ça contribue beaucoup à individualiser le problème et à blâmer les hommes. C'est rare de voir une vision plus positive des façons dont les hommes gèrent leurs difficultés, comme une expérience de cancer. Et c'est là-dessus que notre étude se base. Donc, les services de soutien en oncologie, comme tout service de soutien qui sont offerts généralement, vont voir que les hommes sont sous-représentés dans ces services-là. Dans le cadre de notre étude, mais dans la littérature plus généralement, on a identifié plusieurs barrières et facilitateurs à l'utilisation de services de soutien, dont entre autres l'adéquation entre les besoins des hommes et le type de service qui est offert, l'accessibilité et l'inclusivité des services qui sont offerts, mais également la façon dont les services sont communiqués et promus. Est-ce qu'ils sont adaptés aux façons de communiquer avec les clientèles plus masculines? Et finalement, les normes sociales et perceptions de genre et de la masculinité que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant. Donc, ce qui amène vraiment la nécessité d'avoir une vision vraiment centrée sur l'expérience des hommes, plus particulièrement pour pouvoir développer et adapter les services à leur réalité.
C'est dans ce contexte-là que on a mené l'étude Men's Cancer en partenariat avec la Fondation Virage. La Fondation Virage, qui est une fondation qui offre des services de soutien aux personnes qui sont diagnostiquées avec le cancer au sein même du CHUM, qui voit également ce manque d'hommes au sein de leur service, encore une fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats des 2 premiers objectifs qui étaient d'explorer l'impact du cancer chez les hommes et les stratégies utilisées par ces hommes pour gérer et faire face à ces impacts. En termes de méthodologie, on a utilisé une étude descriptive avec approche expérientielle. Donc, on s'est ancré dans un paradigme de réalisme critique pour vraiment faire ressortir le discours des participants. Donc, bien qu'on reconnaissait certains présupposés, on laissait vraiment place à la parole des participants comme étant un reflet de leur propre réalité. Tout au long du projet, on a également été accompagné par un comité consultatif qui était composé de 2 hommes patients partenaires et une professionnelle de la santé qui était une kinésiologue. Pour le recrutement, on a mené du recrutement à travers des annonces payantes sur Facebook, mais également tout ce qui est promotion de notre étude sur les médias sociaux auprès des hôpitaux et des partenaires communautaires, ce qui nous a permis, entre mars et mai 2021, à recruter 31 hommes qui avaient reçu un diagnostic de cancer et de faire des entretiens téléphoniques individuels et des groupes de discussion. Donc ça, c'était au choix du participant quel format de collecte de données le participant souhaitait participer. Et grâce aux données, on a, dans le fond, entrepris une analyse de contenu dirigée. Donc, l'objectif était de faire ressortir les différents impacts et les différentes stratégies avec une approche déductive, puisqu'on a utilisé une modification du modèle de Fitch pour catégoriser les différents éléments qui ressortaient du discours des participants. Donc, en termes de participants, on avait 31 hommes, comme je vous ai dit. Il y avait une grande diversité en termes d'âge, de statut marital, de lieu de résidence et de diagnostic. Donc, on sortait beaucoup du cancer prostate, cancer testicule, qui est souvent dans la littérature. Par contre, la majorité de nos participants s'identifiaient comme blancs nés au Canada. Donc, 31 participants par entrevue, par focus group, ça a produit vraiment des données très riches et complexes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de résultats qui illustrent bien les implications de l'étude. Je commencerai par parler des différents impacts psychologiques et émotionnels vécus par les hommes. Donc, oui, il y a tout ce qui est en termes d'affect, donc les sentiments et les émotions de peur, d'anxiété, colère, tristesse qui sont assez communes auprès de tout type de patients. Mais il y avait également tout ce qui est processus cognitif, donc pensée irrationnelle, perte de mémoire, etc. Ce qui était intéressant, par contre, c'est ce que les hommes ont rapporté, vivent beaucoup d'impact au niveau de leurs attitudes, donc le fait de vivre une certaine authenticité depuis le diagnostic, d'avoir des périodes de créativité intenses qui étaient venues avec ce diagnostic-là, mais aussi au niveau des changements sur le sens que la vie prenait pour ces hommes-là. Le fait d'apprécier les petites choses de la vie, puis de mettre en place des changements dans leurs priorités, donc souvent priorité de travail qui passait pour une priorité plus auprès de la famille. Maintenant, ce qu'on ne voit pas souvent dans la littérature, puis qui est beaucoup ressorti des données, c'est tout ce qui est impact plus interpersonnel. Donc, les hommes ont mentionné beaucoup de limites dans leurs relations, mais également à l'opposé, beaucoup de renforcement des liens, surtout les liens avec la famille et les amis qui sont très proches. Ils ont aussi abordé plusieurs impacts en termes d'interaction sociale. Donc, le fait d'être dans ces traitements, être à l'hôpital, de travailler, de plus avoir une vie en quelque sorte en dehors du cancer, ça amenait beaucoup de manque de sujets de discussion avec les amis ou avec la famille, ce qui faisait qu'il y avait un certain inconfort de la part des autres à parler du cancer aussi d'une certaine façon. Également, il y avait des impacts au niveau de la perception des autres. Donc oui, les hommes rapportaient que les autres pouvaient les percevoir comme étant fragiles, comme étant malades, même des années après le cancer. Mais ils ont aussi rapporté certaines perceptions plus positives, comme le fait d'être courageux, d'être brave, qui n'étaient pas toujours appréciées par les hommes. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Maintenant, si je parle plus des stratégies qui sont utilisées par les hommes, en termes de stratégies psychologiques et émotionnelles,
on a été surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'hommes dans notre étude qui ont indiqué entreprendre un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue ou d'une psychologue, particulièrement les psychologues en contexte hospitalier. Donc ça comme diffère un peu de la vision qu'on a dans les études comme étant des hommes qui ne vont pas chercher de soutien psychologique. Mais ce qui ressortait beaucoup aussi, c'était le fait que les hommes entreprenaient ou adoptaient une attitude qui était très positive, très optimiste pour les aider à passer à travers cette situation qui pouvait être difficile. Donc oui, il y avait de l'évitement, il y avait du déni, qui sont des stratégies d'adaptation qu'on voit souvent chez les hommes, mais il faut pas oublier qu'il y avait aussi des visions plus positives de la situation par les hommes. Et finalement, on avait beaucoup aussi dans les comportements de régulation la recherche de solutions qui est aussi souvent associée aux hommes. Mais il y a plusieurs hommes qui ont indiqué utiliser certaines stratégies pour relaxer, méditer ou même le fait de pleurer comme étant quelque chose qui leur faisait du bien. Hop, excusez. Euh, En termes de stratégie plus interpersonnelle, les hommes ont également indiqué que le fait d'être affilié aux autres, donc d'être en présence des autres, être en contact avec les autres, c'était quelque chose qui les aidait beaucoup. Donc, pas besoin de faire quoi que ce soit, juste le fait d'être avec leur famille, d'être avec leurs amis. Donc, vraiment, la présence était quelque chose qui leur faisait du bien. Maintenant, ils ont également parlé de plusieurs stratégies pour gérer, entre guillemets, les personnes autour d'eux. Donc, le fait de devoir gérer les émotions des autres, particulièrement les personnes plus âgées de la famille ou alors la conjointe qui peut vivre de l'anxiété. Mais on a également vu que les hommes savent mettre leurs limites pour se protéger eux-mêmes et apprécient beaucoup tout de même aider les autres dans cette situation-là pour se faire du bien. Finalement, je finirai par parler rapidement des stratégies plus pratiques. Euh, une des stratégies les plus utilisées, c'est le fait de participer à des activités qu'ils apprécient et qui leur fait du bien. Donc, en particulier la pratique de sport, mais également des activités de loisirs et des hobbies. Donc, moi, j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont parlé de faire des maquettes, des Legos comme étant des activités sur lesquelles ils pouvaient rediriger leur attention, puis également avoir des bénéfices par rapport à ce que l'activité leur procurait. Mais on avait également des activités comme le fait de s'occuper de son jardin ou de faire des rénovations à la maison comme étant quelque chose qui leur procurait du plaisir puis qui voulaient continuer pendant leur parcours de soins. Évidemment, pour les hommes qui étaient toujours sur le marché du travail, tout ce qui est adaptation professionnelle et soutien financier étaient des stratégies qui les aidaient évidemment de façon importante. Maintenant, si je reprends cette sélection de résultats pour en parler d'implication, donc c'est sûr que même avec ces quelques résultats-là, on voit que les impacts du cancer sont nombreux, sont variés, sont même interconnectés entre eux, ce qui fait que les hommes ont de nombreux besoins qui sont malheureusement toujours non répondus par les différents services de soutien qui sont mis en place. Maintenant, d'un point de vue plus positif, on voit que les hommes utilisent diverses stratégies pour les aider. Des stratégies qui sont souvent moins associées aux hommes, comme la recherche de soutien psychologique professionnel, ou des stratégies qui sont moins explorées par la littérature comme étant des stratégies qui pourraient être aidantes, comme le fait de participer à des activités ou des hobbies qui font du bien, même si c'est des choses simples de la vie. Également, tout ce qui est en termes d'impact dans les relations et les stratégies que les hommes mettent en place au niveau interpersonnel sont toutes des stratégies qui sont moins relevées dans la littérature. Les résultats de notre étude soulignent également que les hommes adoptent une position et une attitude quand même active et débrouillarde dans le cadre de leur expérience de cancer, avec de nombreuses stratégies qui sont mises en place pour les aider à surmonter cette expérience. Donc, c'est juste de voir que dans une situation difficile, les hommes font preuve de résilience et mobilisent leur force. J'ai pas eu l'occasion de présenter beaucoup de citations comme il est le cas dans une étude qualitative, mais celle d'un homme qui dit, tu sais, c'est comme si le monde tournait et j'en faisais pas partie, j'étais juste un témoin.
je veux pas être un témoin, je veux participer. Je pense que ça démontre beaucoup cette certaine souhait d'être en action, puis le fait de rejeter la passivité chez les hommes. Et finalement, les résultats démontrent également le fait que c'est important d'avoir une approche qui est individuelle, qui est personnalisée et holistique de l'expérience du cancer pour les hommes, et que cette expérience-là va vraiment au-delà des connaissances scientifiques et professionnelles, et qu'une approche de partenariat patient est vraiment nécessaire pour répondre aux besoins des hommes comme personnes uniques à ce moment-là et favoriser leur bien-être. Je terminerai par remercier les participants, les professionnels consultés, les membres du comité consultatif et les bailleurs de fonds, dont le RRSPQ. Et les 2 articles qui sont reliés à cette étude sont présentés ici si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà. Oh, Isabelle lève la main. Donc, je ne sais pas si on peut donner tout de suite la parole à Isabelle. Je voulais pas lever ma main, je voulais juste applaudir, puis je me suis trompée de bouton. Je suis vraiment désolée. On va en profiter pour applaudir déjà les 3 conférenciers et on va regarder aussi nos applaudissements pour Eleni. Donc, Eleni, you have 15 minutes. Take your time and the floor is yours. Thank you, Christopher. I'm really mindful of the time. I'll do my best. Let me organize my screen here. Excellent. So, good afternoon, everyone, and welcome to the last presentation of this webinar. Let me introduce myself. I am Eleni Xofuli, PhD candidate in the Department of Psychiatry at McGill University, supervised by Dr. Mara Piat, professor at McGill University and researcher at the Douglas Mental Health University Institute. My presentation today is about my thesis research on the sustainability of mental health recovery-oriented interventions for adults with mental health challenges. Now, in the next 15 minutes, first of all, I think that I will talk fast, so please bear with me. But I'll try to give you a brief overview of how mental health recovery is defined and implemented into services, my thesis work, and Dr. Piat's research that preceded and led to my thesis research. A bit of logistics, some slides include QR codes that you can scan to retrieve open access publications related to my work and the work that we're doing with Dr. Piat. Now, I'll start off by explaining briefly how mental health recovery has been conceptualized, so we're all on the same page, since recovery has been defined in more than one way in the mental health field. Traditionally, mental health recovery was, and in some cases is still understood as the sustained remission of clinical symptoms of mental illness. This notion of recovery has been referred to as clinical recovery or recovery from mental illness. Clinical recovery is perceived as being cured in the same way that a person could recover from any other health condition, like an infection. An alternative notion of recovery emerged during deinstitutionalization as mental health service users began writing on their recovery experiences, mainly in Western countries. This notion is termed as personal recovery or being in recovery. In 1993, Anthony defined personal recovery as a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life, even with limitations caused by the illness. This notion of recovery refers to a process rather than an outcome, and our research work is centered on this notion. Now, someone might wonder, so why this alternative notion of recovery is important? Well, the simpler answer would be that it's about human rights, and people with mental health challenges should be able to reclaim their lives and autonomy without first waiting to be cured from mental illness. Recovery foregrounds the right of people who use mental health services to participate as equal citizens in all facets of economic and civic life, even in the presence of mental illness and regardless of its acuteness. Perhaps this introduction might seem overwhelmed for people that they're not familiar with the mental health recovery. So let's watch a short and concise animation video on what mental health recovery is in lame terms that was produced by the National Health Authority of Ireland. In Ireland, the Health Service Executive Mental Health Services vision is that recovery is a reality for all. So what does that actually mean? Well,
Anyone can experience mental health challenges. The good thing is people can and do recover. So how does a serious mental health challenge affect a person? Well, it may impact on their ability to carry out normal everyday tasks. It may be difficult to form or maintain relationships, find or hold down a job, make friends, and be part of the community. It can be a very lonely place as they may have experiences that others just don't understand. So what is mental health recovery? First of all, it's personal. Recovery is as unique as you are. It's about living a good life with or without symptoms. It's about what you can do, not what you can't. It can be a journey for some and a destination for others. And it's not always easy, but with the right supports, recovery is real. Evidence suggests that recovery is best supported by 5 things. Just remember the word CHIME. C stands for connections, having good relationships with other people. H is for hope and the belief that you can recover. I is for identity, having a positive sense of yourself. M represents finding your own meaning and purpose in life. Finally, E is for empowerment, focusing on your strengths and having control over your life. That's CHIME. Okay, so did you enjoy it? We're just 10 people here. Just show me some reaction. Okay, I see smiles. That's good. Now, overall services that integrate the personal recovery concept confront issues of dependency on services, self-stigma, and hopelessness among service users by shifting the focus to self-management and control, and by supporting collaborative relationships between service users and providers and their community integration. Interventions that incorporate the principles of personal recovery include peer support. Probably you have heard of peer support. They find people with lived experience of mental illness that have navigated a mental health system and can assist, empower, or even mentor other people enduring the same challenges. Recovery colleges, educational programs for staff, personal recovery planning, interventions for family members of people with mental illness or people with mental illness that are parents, service navigation and coordination, and digital recovery-oriented interventions like apps or websites. For more information on each group of interventions, I would invite you to access the systematic review that we published on how mental health recovery has been implemented into services, and you'll find the QR code on this slide. Now, let's move to policy in relation to mental health recovery. Over the last decade, several countries and entities worldwide, including Canada, the EU, and international organizations like WHO, integrated the concept of recovery in their policy documents and moved towards or advocated for the transformation of services for people with mental health challenges from a biomedical approach towards recovery orientation. During the same period of time, there has been a growing research literature on the conceptualization, effectiveness, and operationalization of mental health recovery into services. However, less attention has been given to the sustainability of recovery-oriented interventions and practices over time. Okay, and someone might say, okay, why we should be studying sustainability? Just take a moment and consider that the integration of a health innovation into routine practice, even if its effectiveness has been proven, generally is a lengthy process that can take up to 20 years. Take a moment and think of where you will be, what you will be doing and where you will be in 20 years from now. Moreover, research has demonstrated that successful implementation of a healthcare intervention doesn't guarantee its sustainment over time. Actually, we know the opposite. Research has shown that a significant number of evidence-based interventions in mental health care have failed to be integrated into routine practice of healthcare organizations. Unsustainable healthcare interventions have ethical, financial, and political consequences. It is well recognized that initiatives that fail to sustain are extremely wasteful of human and monetary investments. Given the current economic climate and competing priorities,
you can definitely understand how healthcare organizations cannot afford to waste limited resources by engaging in unsuccessful improvement efforts. There's also a growing concern about the ethical implications of failure to sustain healthcare improvements, because variation in similar services creates disparity in equal access to evidence-based practices to users of healthcare services. Moreover, changing clinical practices requires enormous efforts to introduce new routines and clinical knowledge to healthcare organizations. Not sustaining improvements can cause staff to view future innovations with skepticism, less enthusiasm, and not be willing to engage in future programs. In particular, to mental health recovery-oriented innovations, research is in its infancy. For all the aforementioned reasons, I'm conducting my thesis research on the factors that determine the sustainability of mental health recovery-oriented innovations. Before I present the methodology of my study, I would like to present background information so you better understand the context. My study emanates from a CIHR-funded Pan-Canadian research project that was conducted between 2017 to 2021, led by Dr. Mara Piet. I will call it the PARENT project. And this PARENT project aimed at facilitating and evaluating the implementation of recovery-oriented guidelines, a document that was published by the Mental Health Commission of Canada in 2015, in 7 mental health organizations across 5 Canadian provinces. Now, sites followed Walk the Talk Toolkit, which is a newly developed 3-phase collaborative process centered on implementation science to select, tailor, and implement a recovery-oriented intervention appropriate for the local context and needs of service users. So basically, Walk the Talk Toolkit is a website. You can see the address, the web address on this slide. There is also the French version, de la Parole à l'Action. This strategy was developed by Dr. Spiet's research team and includes 3 steps: establishing a multi-stakeholder implementation team that includes service users, going through a 12-meeting structured process, and ongoing consultation to help the implementation team in each organization to implement the action plan and the recovery-oriented intervention that they have selected. The main findings of the PARENT project that relate to my thesis study are all implementation teams, so 7 sites, 7 implementation teams, completed the same planning process to select a recovery-oriented innovation and develop their action plan. All sites implemented a recovery-oriented innovation, including peer support, family support groups for people with mental health challenges, a RAP, which is the Wellness Recovery Action Plan, and recovery training for staff. The impact of embarking in this innovative implementation process and implementing a recovery-oriented innovation following this process was significant and multi-layered. It impacted all involved stakeholder groups at 4 levels: the way that they were thinking, interacting, being, or organizing their services. In the context of my thesis, I'm conducting a mixed methods case study to explore what happened and why 2 years after the initial implementation of peer support and staff recovery training in a fraction of the sites that were participating in the PARENT project. My thesis research is guided by 3 frameworks of implementation research: the Consolidated Framework for Sustainability Constructs in Healthcare, the FRAME, which is the Framework for Reporting Adaptations and Modifications, and the Program Sustainability Assessment Tool. Study participants include implementation team members and staff that were involved in the implementation and sustainment of the recovery-oriented intervention that was implemented in their site. For a detailed account of the research protocol, I would invite you to scan the QR code on this slide to retrieve it. My thesis has a 3-fold objective: to determine sustainability outcomes of the 2 recovery-oriented interventions, to assess the sustainability capacity of the participating organizations and its influence on sustainment, and identify sustainability determinants. In order to do so, I employed 3 data collection tools: qualitative, semi-structured interviews, questionnaires, and organizational documents. Data analysis is underway. I've completed data collection, and data analysis is underway and consists of within-case analysis and cross-case synthesis. Data from each case will be analyzed to provide a comprehensive understanding of the unique issues in each case, and then a cross-case synthesis will be conducted, which treats individual cases as separate studies
and compares, and afterwards compares to identify similarities and differences and common patterns. Qualitative and quantitative analysis will be tailored to each of the data collection methods. And Vivo 12 software is used actually for analyzing qualitative data, and SPSS is used to analyze the quantitative data. In compliance with ethical standards and conducting research, ethics approval was granted. Study participants signed a consent form. A small monetary compensation was provided to service users, and collected data is anonymized. In order to ensure the robustness of the study, three strategies are employed. Multiple sources of data from distinct methodologies that aim at corroborating the same findings in order to that will allow for data triangulation. An electronic database per case is developed that allows for secure storage, accessibility, and analysis, and a detailed audit trail is maintained throughout the study in order to make sure that research activities, decision, and data analysis are recorded chronologically to enhance transparency. As in all studies, this study has also strengths and limitations. Let's start from the positive component, the strengths. From a methodological point of view, it's a rich design combining 3 robust frameworks on sustainability research. However, this is not a trial, it's a real-world study on sustainability. So the pool of potential study participants involved with implementation and the sustainment of the recovery-oriented interventions is limited. Being a case study, the findings will be pertinent to the study area, as a thorough understanding of a case limits the ability to generalize the findings outside of the included cases. However, Stake also notes that after studying cases, the researcher may have assertions or perceived generalizations within the cases and modifications of grant generalizations. Nevertheless, considering that there is the research on sustaining recovery-oriented interventions is so scarce, this study has added value in beginning to fill this gap, and it could pave the way for more focused research. Overall, the research will expand our current evidence based on the intersection of sustainability and mental health recovery-oriented interventions that remain underexplored. Definitely, it will shed light on factors that influence or hinder the sustainability of peer support and staff training on recovery. Provide new insights into the applicability of sustainability frameworks that have not been used to explore mental health recovery-oriented interventions, and inform the discussion of the importance of developing sustainment plans for not only for recovery-oriented interventions, but for all healthcare interventions early on. On that note, I would like to thank the sites and the study participants, along with the funding body, including the Quebec Population Health Research Network, for their vital contribution that allows me to conduct my thesis research. Thank you for listening, and Christopher, the floor is yours. Yeah, thank you, Eleni. So, bonne main d'applaudissements pour nos 4 conférenciers et conférencières. Donc, je vois qu'il nous reste à peine 1 minute ou 2. On n'a pas beaucoup de temps pour des questions. Je ne sais pas si parmi les gens qui assistent, si vous avez des questions pressantes, urgentes. Je vois mon collègue Vincent, je ne sais pas s'il veut réagir, ou ma collègue Marie-Josée ou Isabelle, mais voilà. Donc, je laisse quelques secondes pour lever la main si vous voulez réagir, poser des questions ou juste féliciter les conférenciers et conférencières. Là, il y a une petite musique d'horloge. Donc, comme je ne vois pas de réaction. Oh, attends, je crois qu'Isabelle ouvre sa caméra. Donc, je vais laisser à toi, Isabelle. Ben, je ne voulais pas nécessairement prendre la parole, mais je voulais juste dire de vive voix que je vous félicite vraiment pour vos présentations. Je pense que vous avez tous extrêmement bien travaillé, puis c'était impressionnant de voir à quel point vous avez pu, je pense en tout cas, bien partager les résultats de ces beaux projets-là que vous avez menés à terme. Donc, je voulais simplement vous féliciter, tous et chacun. Merci, Isabelle. Donc, je suis
je seconde Isabelle dans ce qu'elle vient de dire. Donc, c'est comme juste pour conclure. Donc, juste pour dire que ce que vous venez d'entendre a été enregistré. Donc, vous allez recevoir par courriel toute l'information au niveau de comment accéder à l'enregistrement et aux diapositives. Donc, oui, les diapositives seront disponibles. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça sur les sites web, que ce soit du réseau de recherche en santé des populations du Québec ou la page YouTube de l'Axe santé mentale. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et pour toutes les informations, vous pouvez regarder aussi dans le chat. Armel a donné aussi les contacts pour les réseaux sociaux si vous voulez suivre tout ce bon monde-là. Donc, encore une fois, une bonne main d'applaudissements. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.